Un rebonsoir, mesdames et messieurs. Comme je viens de vous annoncer au début de cette émission, the aim of the game is to continue the game, où le but du jeu, c'est de continuer le jeu. Est-ce que c'est en fait le titre le plus important qui doit être appliqué sur ce qui se passe sur la scène du Proche-Orient ces jours-ci. Donc pour connaître la réponse, nous avons actuellement au studio de notre télé internationale Dr Albert Tagnos. Bonsoir monsieur, bonsoir. Vous êtes président de la Fondation France-Égypte et nous avons encore l'honneur d'avoir avec nous au studio de notre télé internationale monsieur Ismail Hamed, chercheur politique et religieux. Vous êtes toujours bienvenu sur l'écran de la TV internationale. Donc ma première question, en fait, est-ce qu'après presque 12 ans de la chute de Bagdad, de la chute de Saddam Hussein, est-ce que les Irakiens ont pu retrouver le paradis promis par les Américains, le paradis démocratique? Bien sûr. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et bien sûr, j'ai l'honneur d'être avec Docteur. Bien sûr, comme on voit à la télé, comment on connaît l'actualité, tout ça, et bien sûr, on n'a pas trouvé le vrai paradis. Vraiment, et maintenant c'est très polémique, c'est très compliqué l'affaire en Irak après l'intervention américaine. C'est très misérable maintenant pour le peuple, un grand soutien au peuple irakien et tous les peuples arabes après tout ce qui se passe. Toujours les Américains, ils montent toujours les slogans, mais après on ne trouve que du mort, du tuerie, on trouve des misères et tout ça. L'image très claire devant tout le monde, on ne peut pas dénier, on ne peut pas alors améliorer la mauvaise chose. L'image très laide. C'est très polémique l'affaire, mais toujours on doit avoir un souhait, on doit souhaiter toujours l'avenir que doit être mieux plus que le présent. Ouais. Est-ce que vous partagez le même point de vue? Est-ce que le Cowboys ont présenté vraiment un exemple démocratique à suivre au sein du Proche-Orient et au sein du monde entier? Je prendrais un peu l'image des pouvoirs économiques, militaires, stratégiques des pays, entre des pays qui souffrent, surtout les peuples syriens, irakiens, tout ça, et d'autres pouvoirs qui veulent vendre probablement de l'armement un peu plus. Donc ils ont besoin de mettre un peu de l'huile sur le feu pour ébranler les émotions, la colère, le côté psychologique des gens, pour les préparer à une guerre, parce que le but, soit les Américains, soit les Européens, vous m'accordez cette synthèse, que surtout de vendre beaucoup plus de l'armement. Pour vendre de l'armement, ils doivent faire des conflits, et des conflits armés. Et jouer sur un peu la religion, sur les ethnies, sur les confrontations entre le sud et le nord, entre l'est et l'ouest. Et les sectes. Et puis les sectes après. Religieuses. Donc, je pense que c'est une stratégie qui, malheureusement, certains pays, certains peuples tombent dans ce piège. Mais moi, je suis sûr qu'il y a un profit financier, économique et surtout la vente de l'armement. Énormément. C'est le plus grand marché. Donc le but est atteint par les Américains. Continue, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut continuer. L'accomplissement le plus grand réalisé sur le terrain en Irak par les Américains qui adorent toujours la démocratie. Et l'Irak est toujours menacé dans cette dernière décennie. Et plutôt les Irakiens sont livrés de la cruauté et de l'animosité des Cowboys aux ténèbres de Daesh ou des dissidents d'Al-Qaïda. Et par conséquent, c'est toujours comme vous venez de dire, ces jours-ci, le Premier ministre irakien Haider al-Abadi va visiter la semaine prochaine les États-Unis pour demander aux Américains plus d'armement afin de lutter contre les groupes terroristes. Alors, je suis d'accord avec, bien sûr, le docteur. Ça, c'est la vérité.
l'économie américaine se basait sur les guerres. Ouais. C'est une économie qui monte avec les affrontations, avec les guerres, avec les misères de peuple et tout ça. Mais le bon principe devant, c'est ce qu'on vend à tout le monde, au peuple, c'est la démocratie à la façon américaine. Mais c'est un piège, c'est un grand piège que les Américains, parce que derrière la piège, c'est toujours alors les armes qui tuent, les armes qui fait des massacres, les armes et tout ça. Alors, et c'est important de savoir aussi, la démocratie, c'est un bon principe, mais de quelle façon? Okay. Bien sûr, il y a des formes différentes de la démocratie. La démocratie à l'Ouest, au l'Occident, tout ça, peut-être ce n'est pas la meilleure façon qu'on peut l'appliquer ou qu'on peut l'implanter chez nous, alors en Orient. Peut-être il y a d'autres façons, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, alors, on découvre alors, la vérité très misérable. Saddam Hussein était un dictateur, alors il n'y a pas de doute de ça. Mais les Irakiens, pendant l'époque de Saddam Hussein, ils étaient plus prospères. Maintenant, si tu demandes à un Irakien, j'ai un ami, j'ai beaucoup d'amis irakiens. Alors, juste, je viens de le voir depuis quelques heures. Toujours quand je parle avec lui, comment était les chiites aussi. Donc, quand je parle avec lui, comment l'affaire était avec Saddam, et maintenant, il m'a dit que Saddam, on était dans un paradis. Ouais. On était très bien, on était stable, on était sûr et tout ça. Maintenant, alors, c'est une vraie catastrophe après. Donc, peut-être un dictateur, juste, peut-être on peut dire ça, c'est un dictateur, mais qui nous offre la prospérité, qui nous offre la sécurité. Ouais. Peut-être ça suffit pour quelques peuples, au lieu de chercher, je ne sais pas. Alors, donc vous partagez le même point de vue de certains analystes et qui estiment que ce qui se passe actuellement en Irak n'est pas un conflit confessionnel entre les chiites et les sunnites, mais c'est une nouvelle page bien sûr noire, dont l'histoire moderne de l'Irak, car par exemple les chiites irakiens étaient aux côtés de Saddam Hussein, ce leader sunnite qui était en guerre contre l'Iran pendant presque une décennie. Je continuerai dans le même sens parce que moi j'ai plein à Paris, on a beaucoup des amis syriens, enfin ce sont des gens très proches de nous, soit pour la langue, soit pour les coutumes, soit beaucoup de choses. Mais je vous assure que la plupart des gens, et je ne sais pas pourquoi la politique égyptienne est contre, ils sont pour Assad, Bachar. Et il y a des manifestations au centre de Paris pour soutenir Bachar el-Assad, mais depuis tout le temps. Alors que la politique et égyptienne et européenne souhaite l'éliminer. Mais l'élimination, si c'est à la Saddam et après avoir tous les conflits de la division en Irak, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie que j'accorderais ni à la France, en Europe, parce qu'on ne soutient pas, on soutient les autres. Mais même en Égypte, au début, peut-être il y a un changement maintenant, qu'il ne faut pas parler à Bachar el-Assad, tout ça. Mais le peuple syrien... Je crois que les Égyptiens ou les hommes politiques de l'Égypte sont toujours pour la solution politique, c'est-à-dire négocier avec toutes les parties. Et inclut aussi parce que je crois que l'expérience entre guillemets du soi-disant printemps arabe a pu révéler une chose très très importante. On ne peut pas éliminer les autres. Oui. Et je vous assure qu'il l'aime parce que Assad, soit qu'on dit de lui, mais il faut lui accorder qu'il a beaucoup évolué l'économie de la Syrie, qu'il a beaucoup changé la mentalité, qu'il a fait du modernisme. Il avait fait de la Syrie un pays très agréable, très joli. Le tourisme, il faut penser à il y a 3, 4, 5 ans, mais pas maintenant, parce que maintenant, malheureusement, ils ont laissé faire sans rien faire. Ils ont laissé faire sans rien faire, et ça c'est leur affaire, parce que bon, allez, mettez-vous un peu des bombes à côté, un peu de fusils à gauche, à droite, de l'armement à gauche, à droite. Ils ont embarqué des terroristes, je dois dire que c'est des terroristes de partout dans le monde. Il y avait un mélange depuis l'Asie jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Europe. Daesh, c'est un ensemble, malheureusement, de tous bords, de toute nationalité. Ouais, je crois que théoriquement, les Arabes sont
plutôt partagent la même histoire, la même langue, la même culture, la même ethnie, même les mêmes deux grandes religions et les mêmes intérêts, si je peux dire. Mais c'est toujours sur le terrain où pratiquement, c'est toujours, ils sont divisés. Pourquoi? Je pense que vous m'accordez qu'il y a un problème psychologique aussi. Oui, psychologique et tribal aussi. Parce que... c'est rare. Monsieur Albert, je pose ces questions à vous en tant qu'un Égyptien qui a vécu... Non, en tant qu'un Égyptien qui a vécu presque 35 ans à l'étranger, en France, et la France où les Européens en général et les Français en particulier sont tout à fait différents du point de vue ethnique, historique, langue. L'exception française, puisqu'on dit chez nous, la France a une exception à elle. Hein? Et on dit, par exemple, sur la culture, c'est une exception française. Hein? Donc, c'est vrai que la France de De Gaulle, après les autres, entre parenthèses, je vais vous dire quelque chose, parce que je rencontre beaucoup, je fais beaucoup des congrès et des colloques au Sénat à Paris. Quand il m'a dit, vous avez un militaire qui... Attention, je lui ai dit, attention. Charles de Gaulle était qui? C'est pas un civil. C'est un militaire, c'est un général. Alors, pourquoi dire que vous avez Abdel Fattah el-Sisi qui est président, mais Charles de Gaulle qui est estimé jusqu'à maintenant, il a fait un Docteur, ça existe dans tout le pays, même les grands pays. Aux États-Unis, Roosevelt, il était comment? Alors, Churchill, en Grande-Bretagne, il était comment? Alors oui, toujours, c'est Poutine, il était un militaire. Donc, c'est pas une insulte pour dire un militaire. Tu trouves la stratégie, la façon de c'est toujours la réalité. L'armée et les militaires représentent un élément tout à fait très important dans l'équation politique, dans l'équation sociale. On ne peut pas éliminer l'armée et les militaires. Et si oui, on va retrouver le même cas en Irak. Après le démantèlement organisé de l'armée irakienne, alors les Irakiens sont livrés au chaos. Des gens déjà qui ont une structure très fondée, qui ont une organisation et des échelonnés et avec des ambitions où les choses sont claires. Il y a un chef, il y a un chef de l'armée, ensuite toute une structure. Donc c'est très bien qu'on a la chance d'avoir une structure très solide, et je pense que grâce à l'armée que nous sommes encore là. Parce que si l'armée n'avait pas intervenu, si nous n'avions pas, il faut dire les choses comme ils sont, il ne faut pas boucher les oreilles, les yeux et tout. Non, c'est l'armée qui nous a sauvés, il faut dire, même s'il y a des gens qui ne sont pas très d'accord, mais c'est la vérité. C'est la vérité que s'il n'y avait pas l'Égypte, une armée solide, structurée, qui était très proche du peuple. Et qui était issue du peuple égyptien. Car si l'armée n'a pas vu un soutien populaire, alors l'armée ne peut pas seule agir sur le terrain. J'ai un exemple très important pour cette affaire-là. Si on regarde l'affaire en Yémen, par exemple, et les Houthites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont fait une grande manifestation et des grèves à Sanaa. Ils ont petit à petit de contrôler la capitale, comme exactement les frères, comme ils ont fait alors à Rabat et dans les endroits comme ça. Et parce qu'il n'y a pas une armée forte à Yémen, c'est une armée tribale qui est loyale à quelqu'un, l'ancien président et tout ça. Donc après, c'est un établissement très faible qui était alors divisé et qui était facilement terminé. Et puis le groupe radical, les Houthis, alors, ils ont contrôlé tous les gouvernorats, tous les établissements, tous les ministères. Ils ont chassé les ministres. Ils ont après fait un siège alors pour le président, pour le Premier ministre, parce qu'il n'y a pas des établissements forts de cet État-là. Si on compare les deux cas, alors en Yémen et en Égypte, on peut bien apprécier alors notre armée. Mais bien sûr, on est d'accord qu'il y a des fautes de la direction, qu'il y a des choses qu'on n'est pas d'accord, mais bien sûr, on doit bien apprécier alors l'armée et le rôle de l'armée égyptienne que nous a bien sauvés, comme le docteur Edouard. Je pense que diviser pour régner, c'est un thème qui a été repris
et ils sont en train de le refaire. Il y a plusieurs thèmes. Diviser pour régner, continuer le jeu, le but du jeu, c'est de continuer le jeu. Le chaos constructif. Et ces jours-ci, on trouve les Américains essayent d'écrire une nouvelle page, de nouveaux scénarios, tout à fait noirs, et essayent même de creuser de nouveaux abîmes pour les Arabes. En fait, après l'Irak, après la Syrie, et entre guillemets le soi-disant printemps arabe, c'est un nouvel épisode du feuilleton persan, le Yémen, le nucléaire iranien. Donc, même stratégie américaine suivie au Proche-Orient, mais c'est toujours tout à fait de nouveaux instruments. Et tout cela, comme vous venez de dire, M. Albert, c'est pour résoudre la crise économique qui frappe le monde occidental, qui frappe les États-Unis, qui frappe les Européens. Et c'est comment toujours ouvrir ce marché d'armement, c'est comment d'arriver à faire des contrats d'armement avec les différents pays ou avec les belligérants de deux côtés. Voilà. Donc, je fais la liaison pour dire que ceux qui disent démocratie, tout ça, ça peut être une belle vitrine, des slogans. Comme vous avez utilisé le mot slogan, c'est bien, c'est beau de dire liberté et tout ça. Mais je pense que les dirigeants américains, je ne parle pas du peuple américain, parce que le peuple américain, peut-être ils ne soutiennent pas ou ils soutiennent, mais les États-Unis, c'est le dollar. C'est le dollar, c'est le déficit, ou c'est l'économie. Ils ne comprennent que l'argent. La première force, c'est chez eux, c'est vendre. C'est vendre et vendre l'armement. Hein? Et c'est grâce à l'armement qu'ils n'ont pas beaucoup de chômage. Parce que le taux de chômage aux États-Unis est un des pays, quand même, il n'est pas fort. C'est un chômage qui est très limité. Hein? Alors que, par exemple, en France, on est autour de 13-14. Mais les États-Unis, c'est entre 9 et 10. Et pourquoi? Parce qu'ils font des guerres partout, parce que l'armement américain travaille à fond. Et donc, le premier pays qui vend de l'armement, c'est celui qui est le plus riche, c'est les États-Unis. Donc, résoudre les problèmes économiques occidentaux sur les détriments des sons et des richesses arabes. Exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sûr, alors c'est toujours l'intervention occidentale. En Orient, c'est toujours avec cette image-là. Mais alors, avant, par exemple, on rappelle la guerre de croisée. Alors, c'est une guerre, c'est avec l'image religieuse. Alors, pour récupérer la ville de Jésus, alors qui était prise par les musulmans et tout ça. Mais le vrai but pour cette guerre-là, c'était l'économie. Il y avait des grands problèmes alors en Occident, en Europe et tout ça. Et donc, alors toujours, ils parlent de miel de l'Est et tout ça. Ils cherchent toujours d'ici, donc ils sont venus. C'est toujours cette affaire-là. Peut-être, c'est l'exception française que vous avez dit, c'est le contrôle, l'occupation française, c'est une occupation culturelle. C'est par exemple, on rappelle l'expédition de Napoléon Bonaparte, qui reste 3 ans en Égypte, depuis 1798 à 1801. Napoléon apporte avec lui 40 scientifiques français pour étudier tous les domaines de la vie en Égypte. L'histoire, l'architecture, l'industrie et tout ça, parce que toujours c'est la culture. Elles veulent occuper par la culture, pas par les armes et tout ça. Ça, c'est une grande différence. Toujours si on compare. Servi, parce que c'est grâce à Champollion, on a fait que nous avons toutes les recherches. On commence d'étudier les textes. C'est heureusement. Heureusement, parce que sinon, on ne savait rien. La première imprimerie. Ferdinand de Lesseps. Non, il y a d'autres choses. La première imprimerie en Égypte, c'était aussi mené par les Français. Pour le premier journal aussi, c'était aussi à leur époque. Grâce à de Lesseps, on avait le creusement du canal de Suez. Oui, alors c'était le but impérial. Bonne grâce pour l'Égypte. Si on compare par exemple diviser pour régner, ça c'est une terminologie britannique. Et après, les Américains utilisent la même chose, les mêmes phrases pour l'utiliser pour l'Empire américain de partout. Nous devons... Mais je pense sincèrement, si on réfléchit franchement, profondément, que l'économie égyptienne, même actuellement,
est basé à ce que les Français, je mets entre parenthèses, ont découvert et ont fait. Je pense que Napoléon a amené, je pense que le chiffre 40, c'est pas assez fort, mais je pense qu'ils sont venus avec des centaines. D'après quelques personnes, c'est 250 ou 300. Mais ça veut dire qu'ils sont venus avec une étiquette scientifique, culturelle, recherche. Et je vous assure que s'ils n'ont pas fait toutes ces recherches, les Français, je pense que l'économie égyptienne ne serait pas de l'état où elle est actuellement. C'est-à-dire, l'économie égyptienne actuellement, c'est Canal de Suez, tourisme, les découvertes et tout ça. Et ça représente combien de l'entrée du budget? Il y a d'autres choses aussi, c'est le livre de la description de l'Égypte. Ce livre-là, avec plus de 40 volumes pour tous les domaines de l'Égypte et tout ça, ça c'est un livre très... C'est pas un livre, hein, mais c'est avec plus de 40 volumes pour tous les domaines de la vie pour les Égyptiens. Alors, toujours pour les égyptologues, pour les... Donc ce sont les points positifs de l'occupation, de l'invasion française ici en Égypte pendant 3 ans. Oui. Mais permettez-moi de vous présenter ce qui a été écrit après 12 ans de l'occupation américaine en Irak, avec d'une manière ou d'une autre. Selon l'écrivain irakien Mustafa El-Obaid dans le journal Al-Quds Al-Arabi, l'anniversaire de la chute de Bagdad le 9 avril 2003 représente une défaite pour la coexistence sociale, les valeurs nationales panarabes pour les Irakiens, l'effondrement, le chaos et l'échec. C'est un exemple dans le monde entier sur l'occupation américaine qui a mené le pays à la perte du tiers de ses territoires, c'est-à-dire l'Irak, à la détérioration sécuritaire, à devenir un espace pour les organisations confessionnelles et à la destruction de l'héritage monumental de l'Irak. Alors que le profiteur de ce chaos essaie toujours de chanter l'expérience démocratique à l'américaine. Vous avez des commentaires? Alors, s'il vous plaît, il y a d'autres choses que n'a pas mentionné ici, parce que l'occupation américaine de l'Irak, ça fait une catastrophe pour tout le pays arabe, parce que ça fait l'intervention iranienne très forte en Irak. Maintenant, on peut dire que l'Irak, c'est un État iranien. Maintenant, c'est un grand contrôle, c'est une grande domination iranienne qui arrive maintenant en Irak. C'est le guide de l'Iran, le guide supérieur, ce qu'on peut dire là, celui qui est le débuté de l'imam. C'est quelqu'un qui est sacré, celui qui contrôle maintenant l'Irak et toutes les troupes militaires ou les milices militaires qui se trouvent en Irak, toujours avec ils sont très loyaux alors, au guide de l'Iran et tout ça, ça c'est très dangereux. Et ça convertit l'Irak d'un pays sunnite d'être un pays chiite, et ça c'est très dangereux aussi. Et maintenant, l'Iran contrôle avec le croissant iranien l'Arabie Saoudite, et pour tout ça, si on regarde en Syrie, c'est avec aussi l'intervention iranienne. Le Liban, c'est Hezbollah, c'est la même chose. C'est au sud du Yémen avec Ansarullah, c'est le Houthiyyin, c'est presque la même chose. C'est un grand contrôle autour de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est une catastrophe pour tous les musulmans, c'est une catastrophe pour tous les Arabes. La géopolitique, c'est expliqué dans les journaux en France, hein, ils disent que quand même... Iran, Syrie, c'est un axe, mais il y a des nouveaux axes qui arrivent jusqu'au Yémen. Donc c'est de l'Iran jusqu'au Yémen, ça c'est un axe. Et puis il y a d'autres axes intermédiaires où ils font un peu de la guerre à gauche, à droite. Le Liban, c'est un autre axe. Et puis l'Est de l'Arabie Saoudite, l'Est... à Bahreïn aussi. À Bahreïn, quelques États arabes qui peuvent bousculer ou dériver vers le côté iranien. Alors, soit qu'on les appelle chiites, soit qu'on les appelle pouvoir iranien. Bon, ça se discute. Ça c'est pour nous, pour un chercheur islamique, les chiites. Les Iraniens sont plus dangereux plus que les juifs. Pour nous. Donc vous êtes d'accord avec les accusations lancées par Riyad contre Téhéran, c'est de déclencher une guerre confessionnelle. S'il n'y a pas l'intervention arabe en Yémen, alors bien sûr que le scénario iranien sera
parfaitement exécuté et toujours l'Arabie saoudite. Alors ça sera aussi sous la domination iranienne. Ça c'est très dangereux bien sûr et c'est une grâce de Dieu alors qu'on avait pour la première fois depuis je ne sais pas centaines d'années qu'il y a une coalition arabe militaire alors contre l'intervention iranienne ou humaine et tout ça. Je pense que le vrai danger c'est que si l'Iran propulse de l'armée sur Bab el-Mandeb. Oui, et pour l'Égypte. Hein. Alors, ça, c'est le grave problème. Je pense que le pouvoir égyptien se réveille, enfin, il sent au courant un tout petit peu du danger. Vous imaginez s'il ferme Bab el-Mandeb du côté de Yémen. Vous allez étouffer l'Égypte tout entière. Le canal de Suez est terminé. Vous allez étouffer économiquement l'Égypte tout entière. Mais à propos du dossier nucléaire iranien et les relations avec les Américains, permettez-moi de vous présenter ce qui a été écrit dont le Quds al-Arabi, ce journal ou ce quotidien, ou ce journal plutôt qui est spécialiste dans les affaires arabes. Sous le titre « Les négociations nucléaires et le théâtre de la formulation d'un nouveau rôle régional de l'Iran au service de la stratégie américaine », le Quds al-Arabi a écrit « Le nouveau débat sur l'Iran et les États-Unis révèle que la Maison-Blanche essaye de préserver le bâton des sanctions économiques et de dossiers des droits de l'homme et de liberté afin de garantir que l'Iran va remplir son rôle en tant que, entre deux guillemets, un stratégique efficace mais raisonnable selon la planification américaine. Par conséquent, le grand diable dans l'axe du mal a été transformé à l'ange le plus grand au Proche-Orient. D'autre part, les Iraniens vont réaliser le rêve transfrontalier, comme vous venez de dire, transfrontalier, afin de toucher l'Irak, le Liban, la Syrie, le Bahreïn, le Yémen, le Nigeria et la Mauritanie. Donc, selon Mohamed el-Mezhadi, la tarte arabe est le mot de passe de ce rapprochement entre les Iraniens et les Américains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture? Je pense que nous avons tendance, en Égypte et dans aussi les pays arabes, de généraliser les choses. C'est-à-dire, les États-Unis, c'est le Satan. Enfin, hein? Donc tout ce qui est États-Unis, c'est le méchant. C'est pareil. Comme l'Iran, c'est le Satan, un jour c'est le Satan, mais un jour c'est selon la vision, les intérêts des Américains. Auparavant, les Iraniens étaient les grands diables, les grands Satans. Aujourd'hui, ce sont les anges qui vont organiser les affaires sur la scène du Proche-Orient. C'est pour cela qu'il faut être sélectif. Par rapport au dossier, l'Iran peut intervenir en notre faveur. Et dans d'autres dossiers, c'est pour ça, un jour, ils disent « Mais comment ça se fait, les États-Unis, c'est contre l'Iran ?» Mais il n'y a pas ça des émotions dans la politique. Oui. Dans la politique, c'est les intérêts. C'est les intérêts, d'abord, et puis c'est les sélectifs. C'est-à-dire, pour ce dossier, ils sont bien. Enfin, ils sont avec nous. Ou ils sont dans notre tête, ou ils sont très proches de nous. Mais dans d'autres dossiers, avec Israël, avec la Palestine, ils ne sont pas très tendres. Ouais. Donc, c'est la liquidité politique. C'est-à-dire, on ne se trouve pas aujourd'hui dans un monde de blocs, mais seulement je suis liquide. C'est-à-dire, si mes intérêts marchent avec mon ennemi dans ce dossier, alors tout va marcher. Un jour, un de mes amis politiques qui a dit l'ami d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain, et l'ennemi d'aujourd'hui peut être un ami de demain. Il faut prendre ça comme ça. La politique, ce n'est pas des choses fondamentales qui restent, qui persévèrent, qui durent. Non, c'est dynamique. Et surtout maintenant, la politique actuellement, ça c'est la pragmatique. Mais c'est dynamique. C'est dynamique. On ne peut pas rester stable en disant non, nos ennemis les Iraniens ou bien nos ennemis les Américains. Non, parce que quand même, vous voyez, les États-Unis, il y a quelques mois, ils ont dit on ne va pas aider l'Égypte. Et puis aujourd'hui, ils disent l'armement, on va offrir. Mais c'est le dynamisme. Je pense qu'il faut suivre. Je pense qu'on peut pas les intérêts.
C'est les intérêts. Qui se réconcilient. Ils nous donnent, et puis ils jouent sur le côté psychologique. Hein. Ils savent que les Égyptiens sont des gens émotifs, les Arabes, ils sont en colère, et puis après, ils savent très bien. Donc c'est une guerre psychologique. C'est une guerre. Et il faut faire très attention, parce qu'il y a deux guerres. La guerre économique, et ça c'est très important. Hein. Je vais peut-être vous annoncer tout à l'heure une bonne nouvelle pour ça, et la guerre psychologique. Si vous me permettez une bonne nouvelle, c'est que j'organise, notre association, la Fondation France-Égypte, va faire un colloque qui est comme celui qui a été fait à Sharm el-Sheikh sur l'économie égyptienne. La conférence. Je vais inviter des gens qui ont participé à cet événement, à ce colloque. Je vais le faire à Paris. Et j'ai choisi un lieu stratégique aussi, c'est l'école militaire à Paris. Je ne sais pas que tout le monde connaît. Hein? J'ai choisi cet endroit pour donner un peu la rigueur des responsables politiques et militaires. Donc j'organise le 24 juin un colloque qui va être présidé par Boutros Ghali, avec Ali Saman, un membre de notre association. Ali Saman, c'est un membre fondateur. De religion comparée. Il était Ali Saman, il va présider. Donc, il y aura des hommes d'affaires français, il y aura des hommes d'affaires égyptiens, dont Mounir Raboul, par exemple, qui va participer à ce colloque. Mais nous avons des éminences. Notre ambassadeur, Son Excellence Ehab, va aussi présider une session dans ce colloque. Pourquoi? Parce que, comment nous avons titré ce colloque? Les ambitions économique de l'Égypte actuelle, après le régime, après la guerre. Je crois que l'Égypte représente toujours des opportunités très importantes bien pour sûr. le monde entier. C'est pourquoi l'Égypte toujours se trouve dans la ligne de mire des pays, non seulement des pays voisins, mais de la grande puissance. Car l'Égypte toujours dispose de charme très important aux yeux du monde entier. Ça, c'est connu aussi, mais ça a besoin de l'environnement. Bien sûr, il y a quelques partis. Alors, ceux qui veulent déformer l'image de l'Égypte, il y a quelques partis d'ici. Les frères, on connaît. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'ils veulent faire en Égypte? Ils veulent chuter le pays, ils veulent faire des problèmes. À propos des frères, à propos de la Turquie, à propos du Pakistan, et en tant qu'un chercheur dans les affaires islamiques, le Parlement vient de rejeter la demande d'aide de Riyad, la demande militaire au Yémen, et appelle à la neutralité. En même temps, selon les logiques la logique du Parlement pakistanais, c'est pour jouer pour jouer un rôle diplomatique afin de résoudre le problème au Yémen. Comment pour durer la guerre. Bien sûr, cette décision, c'est avec de pression iranienne, bien sûr. On connaît qu'il y a toujours des affaires, des relations entre les Iraniens et les Pakistanais et tout ça. Il y a une intervention. L'Iran essaye à tout possible pour arrêter la coalition. Il les frappe sur les houthis et tout ça. Donc, bien sûr, le Parlement pakistanais, c'est comme un article maintenant, pour donner Donc pour la Turquie, la situation au Yémen et ce rapprochement entre les Iraniens et les cowboys américains, est-ce que c'est pour les intérêts turcs? Erdogan, il était juste, il était à Téhéran, il a fait des accords économiques, il a fait beaucoup de relations bilatérales entre les deux pays. Donc ce rapprochement entre l'Iran et les Américains mène aux intérêts économiques de la Turquie, sans considération des sentiments religieux et de la démocratie, ainsi de suite. Et dans l'histoire, c'est la guerre économique. C'est la guerre économique. Et il faut qu'on soit conscient. Erdogan, il peut partir n'importe où, parce que peut-être il y a des affaires à faire avec
l'Iran, avec les États-Unis. C'est pas par hasard aussi qu'ils s'adressent beaucoup aux États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis, comme une grande force économique, il doit faire aussi des affaires entre-temps qui passent. En fait, selon le quotidien britannique Sunday Telegraph plutôt, la guerre du Yémen menace cet accord historique nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Selon le quotidien, l'état naïf d'optimisme a été dissipé après le différend entre Téhéran et Washington sur la guerre civile au Yémen, ce qui mènera ce litige à un conflit armé ouvert entre les deux côtés. La preuve en est le ton très sévère de Washington après que Téhéran a envoyé 2 navires de guerre au golfe d'Aden au Yémen. Oui, donc, parce que même les accords, c'est pas durable. Donc c'est cette nuit de miel entre les Iraniens et les Américains. Ah ouais. Oui, juste le guide et le président, alors ils ont bien, je sais pas, alors ils ont bien effacé alors la forme de contrat ou l'accord avec les pouvoirs de 5 ou plus de 6 là, c'est pour la force nucléaire et tout ça. Ils ont dit qu'on n'est pas, alors on n'est pas obligé alors de. Ils jouent beaucoup sur la naïveté des peuples pour montrer. C'est une guerre de religion. Je n'ai plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de conclure cette édition par ce qui a été écrit récemment dans des journaux et qui mettent en alerte contre le déclenchement de nouvelles guerres dans la région qui ne mènent qu'à, entre deux guillemets, manger ses petits, c'est-à-dire les citoyens arabes qui est entouré, selon le Quds al-Arabi, par l'humiliation, l'oppression et la famine. C'est pourquoi on trouve que les fils de la nation arabe préfèrent la mort, ou plutôt préfèrent le mot réfugié, plutôt ou préférer même le risque de la mort en mer que vivre sur la terre des Arabes. Est-ce que c'est le cas de l'homme arabe aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? C'est une vision pessimiste. Oui, très pessimiste, oui. Bien sûr, c'est la politique américaine, alors c'est toujours, alors, ça, pour opposer alors sur les formes comme ça, ou les sentiments très misérables comme ça. Oui, ça tire un peu. On voit un peu de l'armement parce qu'il faut faire attention. Nous avons des avions un tout petit peu qui n'ont pas roulé depuis quelque temps. Et puis après, on déclenche un déclenchement de la guerre, mais bon, pas très. Docteur Haddad Tagnos, Monsieur Ismaël Hamed, merci beaucoup pour votre présence, pour vos présences plutôt. Merci beaucoup. Et bon suite de nos programmes, chers téléspectateurs sur NAL TV International. Au revoir.